Saisir un satellite non coopératif qui n'a rien demandé et de le faire retomber dans l'atmosphère, eh bien vous l'avez deviné, ça a une certaine utilité militaire qui va de soi. Pour les opérateurs militaires, les débris ne sont pas juste une préoccupation environnementale, c'est un enjeu de disponibilité opérationnelle. C'est une collision donc qui était très importante, elle a montré que les débris n'étaient pas uniquement générés par des essais d'armes et antimissiles, mais qu'ils pouvaient juste survenir par eux-mêmes, par collision fortuite entre deux satellites. Il y a environ 1,2 million de ces débris mesurant entre 1 et 10 cm. Il y a environ 140 millions mesurant entre 1 mm et 1 cm. À vitesse orbitale, même ces débris tout petits peuvent faire des dommages immenses sur un engin spatial. La probabilité de faire un 1 sur un dé à 1 million de surface, eh bien, c'est déjà une probabilité significative pour un opérateur spatial. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et bienvenue dans l'épisode 16 d'Orbit Watch. Et cette semaine, on parle de débris spatiaux, de leurs dangers, de comment les retirer, mais aussi comment est-ce que les satellites nettoyeurs peuvent se révéler être des armes redoutables. Alors, sans plus attendre, on passe au bref de la semaine. Première brève, la semaine dernière, nous avons abordé l'avenir de la guerre spatiale. Et cette semaine, des informations intéressantes nous parviennent concernant les communications tactiques protégées par satellite. La Space Force des États-Unis d'Amérique a attribué à Northrop Grumman un contrat de près de 400 millions de dollars pour le prototype de communication tactique protégée par satellite amélioré, en anglais Enhanced PTSP. Alors, ce Enhanced PTSP est conçu pour renforcer les communications par satellite en cas de brouillage. Il utilise des antennes de pointe ainsi que des formes d'ondes secrètes. Et donc pour les unités tactiques, il s'agit de maintenir le commandement et le contrôle en cas de conflit sur le spectre électromagnétique qui est bien souvent, on va dire, une aire de guerre dans la guerre électromagnétique, une sphère d'opération hautement contestée, on le voit en Ukraine. Le lancement du prototype est prévu au plus tôt pour l'exercice de 2030 qui l'appliquera. Brève numéro 2, The Golden Dome. On reste aux États-Unis avec le programme américain de défense antimissile du territoire national, qui est présenté comme un bouclier étendu contre les menaces aériennes avancées, entre autres les missiles balistiques, qui sont très difficiles à intercepter d'une fois qu'ils sont en phase de redescente, puisqu'ils descendent directement de l'espace, c'est-à-dire très vite, très droit. Eh bien, ce projet Golden Dome devrait désormais coûter environ 1200 milliards de dollars sur 20 ans. C'est un chiffre bien supérieur aux 185 milliards de dollars prévus dans la planification actuelle du Pentagone. C'est presque x10, donc ça pique un petit peu. Surtout quand on parle en milliers de milliards. C'est notamment la couche d'intercepteurs spatiaux qui est le principal facteur de coût. Il représente environ 70% des coûts d'acquisition et 60% des coûts totaux. Alors ces intercepteurs ont précisément pour but de neutraliser les missiles balistiques lors de leur phase de vol dans l'espace, qui est beaucoup plus calme et prévisible que la phase de redescente. Et une analyse spécialisée de ce modèle de défense compte environ 7800 intercepteurs spatiaux en orbite terrestre basse. Alors, la question de l'escalade ici est aussi très grave, accessoirement, puisque un tel système placerait des armes actives en orbite, et ce de manière massive. Et ça n'a jamais été fait auparavant, et donc on a un risque très grand de bouleverser le fragile équilibre entre les puissances mondiales. D'autant plus, notez-le bien, qu'il y a des commentaires récurrents dans la politique américaine en ce moment sur le fait que, avoir une capacité de se défendre contre d'éventuels missiles nucléaires,
ça pourrait donner aux États-Unis un avantage clé qui briserait cet équilibre de la terreur et donc qui pourrait inciter soit les adversaires à attaquer, à utiliser ces armes nucléaires préventivement, soit alors les États-Unis à eux-mêmes les utiliser en se disant: «Nous avons le Golden Dome, même si l'adversaire déclenche le feu nucléaire, il ne nous attendra pas». Donc il y a beaucoup de questions stratégiques à ce sujet. Bref, numéro 3. Une autre nouvelle intéressante, mais cette fois-ci ne concerne pas, des satellites militaires ou même pas des satellites faits par les êtres humains, mais bien un satellite, non, un objet spatial naturel. L'astéroïde 2026 JH2 est passé sans danger près de la Terre le 18 mai, environ 91 500 km, soit à peu près un quart de la distance Terre-Lune. Son diamètre a été estimé à environ 30 mètres, bien que ce chiffre soit incertain car la taille des astéroïdes est déduite de leur luminosité. Il ne représentait aucune menace et il se trouvait bien au-delà des principales zones peuplées par des satellites, notamment en orbite basse et géostationnaire. Mais cela constitue un rappel pour les opérateurs spatiaux que le suivi des objets géocroiseurs s'inscrit dans un cadre plus large de la surveillance spatiale car les petits objets se déplaçant rapidement doivent être détectés, identifiés et signalés rapidement. On notera aussi évidemment le succès de la mission DART qui avait pour but d'envoyer un satellite s'exploser, se cracher à pleine vitesse dans un astéroïde pour voir si nous étions capables d'en modifier légèrement l'orbite au cas où on détecterait justement un astéroïde qui se dirigerait vers la Terre avec le potentiel de nous éteindre tel que les dinosaures l'ont été. Bref 4, un satellite militaire américain de surveillance spatiale, USA 271, qui appartient à la classe des GSSAP, qu'on commence à bien connaître, a terminé sa relocalisation sur l'arc géostationnaire à 122,8 degrés est. Cette position se place à proximité de deux satellites militaires chinois, comme par hasard. Yaogan 41, évalué comme une plateforme d'imagerie optique, et TJS 11, associé au renseignement électromagnétique. La raison reste, comme bien souvent, incertaine et les interprétations doivent être faites avec prudence. On se rappelle hein, de, de l'observation qu'on avait cru des restes de l'Ouche Olympe, alors qu'il s'agissait en fait de shadowing d'un autre satellite chinois depuis le début. Notons finalement qu'un second satellite GSSAP, USA 325, a également opéré dans cette même zone entre décembre 2025 et janvier 2026. Affaire à suivre, comme toujours. Bref, numéro 5. Le vaisseau spatial commercial Impulse 2 Mira a été lancé en janvier 2025 et est opéré par la société américaine Impulse Space. Il a d'abord servi de plateforme de déploiement et de manœuvre, conçu pour larguer des petits satellites et démontrer des mouvements orbitaux précis. Cependant, il est important de noter qu'il emportait Holmes 007, une caméra, ou plutôt un appareil photo, destiné à l'imagerie de satellites et à d'autres objets dans l'espace, plutôt que l'observation de la Terre. Et Mira s'est désormais éloigné de ses précédentes expériences de rendez-vous et opère dans une région très dense de l'orbite héliosynchrone, qui sont ces orbites qui tournent de manière synchronisée avec le mouvement de la Terre autour du Soleil, ce qui assure toujours la même illumination des satellites. Alors maintenant qu'il est dans cette région très dense, puisqu'il y a cette propriété héliosynchrone, elle intéresse beaucoup de satellites, et donc il y a beaucoup de monde à observer, eh bien, il semble se positionner pour observer plusieurs satellites, notamment les objets chinois et russes lancés par la Chine. Les brefs sont terminés, on passe à notre thème de la semaine, les débris spatiaux. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre.
Alors, on va commencer évidemment par une petite introduction sur les débris spatiaux. On fera un historique d'événements importants. On va parler de la situation actuelle, de comment on peut faire face à ce problème de débris spatiaux, mais on va évidemment aussi aborder pourquoi c'est pertinent au niveau militaire. Et puis, on fera un point sur les points, la pression actuelle, où se trouve la pression, où est-ce qu'il y a des débris, beaucoup de satellites, quelles sont les solutions envisagées. Et puis finalement, on passera à une petite conclusion avant de terminer l'épisode. Alors c'est parti! Les débris spatiaux donc ne sont pas un problème nouveau, on connaît bien ça, et puis du reste ça fait une bonne décennie que le problème est martelé de manière très publique, mais ça devient comme toujours un nouveau défi opérationnel puisqu'en moins d'une décennie, on est passé d'environ un petit millier de satellites à plus de 10 000 en orbite. Alors, depuis le début de l'ère spatiale en 1957, chaque génération a laissé quelque chose en orbite, des satellites hors service, des corps de fusée, du matériel de mission, des fragments, des objets de l'origine n'est pas toujours immédiatement identifiable. Et pendant ces nombreuses années, on a considéré ça comme une question technique, c'est pas trop un problème. Mais aujourd'hui, c'est aussi un enjeu militaro-spatial. Donc c'est non seulement un risque pour tous les opérateurs spatials, mais les militaires s'y intéressent de près. Et on va bien voir pourquoi. La question clé, c'est pas seulement de savoir qui possède les satellites et éventuellement qui en est responsable, puisqu'il y a aussi, on va peut-être en parler brièvement, mais je pense que c'est quelque chose pour un épisode dédié. Il y aura aussi besoin d'un corps de loi spatiale, éventuellement, de bonnes manières respectées pour s'assurer que les orbites restent utilisables pour tout le monde. Mais évidemment, ces satellites, est-ce qu'ils peuvent survivre, manœuvrer et poursuivre leur mission malgré qu'il y ait d'autres objets ou débris incontrôlés sur ces mêmes orbites? Et là, c'est quand même techniquement beaucoup plus subtil. Alors, historiquement parlant, le problème des débris est devenu impossible à ignorer après plusieurs événements clés. En 2007, la Chine a détruit son propre satellite météorologique Fengyun 1C lors d'un essai anti-satellite, créant ainsi l'un des nuages de débris artificiels les plus importants de l'histoire orbitale. En 2009, un satellite de communication Iridium en service est entré en collision avec le satellite militaire russe hors service Cosmos 2251. C'est vraiment une collision très connue qui a marqué vraiment l'histoire des débris spatiaux. Elle est souvent prise comme exemple. C'est une collision donc, qui était très importante. Elle a montré que les débris n'étaient pas uniquement générés par des essais d'armes et antimissiles, mais qui pouvaient juste survenir par eux-mêmes, à cause de la conjection dans les orbites, et donc une collision fortuite entre deux satellites. Et évidemment qu'avec le nombre de satellites non opérationnels dont on n'a plus le contrôle, eh bien, on ne peut rien faire s'ils se dirigent l'un vers l'autre, malheureusement. En 2021, c'est la Russie qui a détruit Cosmos 1408 lors d'un essai anti-satellite et générant plus de 1500 débris traçables et obligeant l'équipage de la Station spatiale internationale à prendre des mesures d'urgence. En sachant qu'on a cité la Chine et la Russie, mais les États-Unis ont aussi naturellement, et du reste il me semble que ça a été les premiers, comme d'habitude, à faire un test anti-satellite avec un missile tiré depuis un avion de combat en très haute altitude. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les dernières statistiques publiques de l'ESA montrent l'ampleur du problème. On a environ, depuis le début de l'ère spatiale, 25 920 satellites qui ont été mis en orbite autour de la Terre, et environ 17 610 se trouvent encore dans l'espace à l'heure actuelle, et environ 15 200 sont toujours en état de marche. L'ESA recense également environ 44 870 objets spatiaux suivis régulièrement par les réseaux de surveillance. Parce que les satellites, c'est pas tout. Il y a évidemment d'autres débris, des petites vis, etc., etc. Et justement, en parlant de ces petits débris et de ces petites vis, le nombre réel d'objets qui est en orbite est beaucoup plus grand que ces nombres qu'on a évoqués juste avant. Ils sont très petits, très difficiles à traquer, mais l'ESA estime qu'il y a environ 1,2 million de ces débris mesurant entre 1 et 10 cm. Il y a environ 140 millions mesurant entre 1 mm et 1 cm. Ça peut être tout aussi bête que des débris de peinture de la surface d'un satellite, mais quand ça se déplace à 28 000 km/h, ça pique quand on se le prend dans la tête. À vitesse orbitale, même ces débris tout petits peuvent faire des dommages immenses sur un engin spatial. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement face à ce problème? Eh bien, il n'existe pas de décompte mondial unique du nombre d'entreprises actives dans le nettoyage de l'espace. Parce que
beaucoup se concentrent sur les services connexes comme l'inspection ou encore la maintenance en orbite ou même la logistique. Donc c'est un peu difficile de donner une réponse toute claire, toute faite. Mais on va quand même se pencher sur la question, vous en faites pas. C'est un marché important et en croissance, quand bien même il est en croissance, on va dire, proactive. On est en train de créer le use case, mais à la fin, à quel point ce sera commercialement viable, on ne le sait pas. Il y a quand même certains doutes à ce sujet. C'est pour ça que ça grandit peut-être pas aussi vite que d'autres secteurs. Mmh, certains rapports estimaient en 2024 que le marché plus large de la surveillance et du retrait des débris spatiaux représenterait environ 1,05 milliard de dollars, à prendre avec des pincettes, n'est-ce pas? Car il y a des estimations qui portent uniquement sur le marché du retrait des débris, qui estiment plutôt à 143 millions de dollars. Donc voilà, on a des chiffres grossiers, ça motive certaines startups à faire du travail et on va en parler de suite. Parmi ces entreprises qui sont donc les plus visibles, on a ClearSpace, une entreprise suisse, Astroscale, Starfish Space, D-Orbit et Northrop Grumman Space Logistics, même si elles ne font pas toujours exactement la même chose. Commençons par ClearSpace et Astroscale, qui sont les exemples les plus clairs d'entreprises directement associées avec des missions actives de retrait de débris spatiaux. ClearSpace, hein, une entreprise suisse, qui développe des systèmes de bras robotiques et donc de préhension avec ses bras ou ses pinces pour capturer les débris qui ne sont pas coopératifs, qui sont inertes, mais du coup qui ont une certaine rotation physique non contrôlée. Eh bien, ClearSpace est une spin-off de l'EPFL qui travaille avec l'ESA sur la mission ClearSpace One, qui est destinée à retirer de l'orbite des objets non coopératifs et non préparés. Donc, ils n'ont pas de système, on va dire, préventif pour s'agripper dessus afin de le désorbiter. C'est un point important, puisque évidemment, ça va driver le design du mécanisme de manière totalement différente. Alors, j'ai personnellement pu travailler pour les projets de ClearSpace en 2018 et en 2020, quand ce n'était pas encore une start-up et c'était dans le cadre de projets étudiants au centre spatial de l'EPFL et c'était vraiment superbe. Du reste, lors du second projet, nous avons utilisé la méthode d'analyse du risque STEMP STPA, qui est du reste très répandue dans l'aviation civile, pour fournir une liste de requirements de sécurité pour la mission ClearSpace One. Mais il s'avère qu'un des scénarios envisagés s'est produit. La cible que ClearSpace voulait désorbiter, qui est un adaptateur pour la charge utile au niveau de l'étage supérieur de la fusée Vega, adaptateur du petit nom de Vespa, eh bien, il s'est fragmenté. Voilà, il s'est fragmenté en plusieurs morceaux, et donc ça a forcé ClearSpace à revoir son choix de cible. Mais voilà, évidemment, c'est un développement très compliqué, c'est une mission qui est tout sauf facile, et donc le développement se poursuit, mais va le bon train avec toujours le support de l'ESA. Passons de l'autre côté du globe maintenant avec l'entreprise japonaise Astroscale, qui elle se concentre sur le rendez-vous orbital, l'inspection pour voir l'état d'un satellite, mais aussi les plaques d'amarrage et le service de retrait des satellites hors service. Donc c'est cette plaque d'amarrage qui fait la différence. Ça veut dire qu'il y a une plaque qui est mise dès le début sur le satellite et qui va servir à un autre satellite, notamment pour ce genre de service de motorisation ou de désorbitation, et bien de pouvoir s'y amarrer, d'avoir en fait ouais, une prise pour se mettre dessus, pour l'attraper. Alors évidemment que c'est une rotation incontrôlée, ça reste tout autre chose, mais si le satellite contrôle à minima un petit peu son orientation dans l'espace, ou est capable d'éviter de prendre une rotation non contrôlée, eh bien il devient possible de résoudre ce problème beaucoup plus facilement avec cette plaque d'amarrage. Alors que du côté de ClearSpace, on considère vraiment des débris, comme on l'a vu, hein, des morceaux de fusée qui sont restés en orbite, qui n'ont rien du tout pour être attrapés et qui peuvent avoir une rotation dans un sens quelconque et donc il faut complètement attraper, ce qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. On passe maintenant à Starfish Space, aux États-Unis, qui développe son véhicule de maintenance hauteur pour prolonger la durée de vie des satellites et en assurer l'élimination en fin de vie. On repasse en Europe avec D-Orbit en Italie qui travaille sur la logistique spatiale, hein. Ils sont notamment très connus pour faire des dispensers. On peut lancer un petit CubeSat avec des dispensers de D-Orbit, mais il propose aussi des kits de désorbitation. Et si on prend Northrop Grumman, Space Logistics, eux, ils ont déjà démontré la prolongation de la durée de vie des satellites en orbite géostationnaire avec leur Mission Extension Vehicle qui s'amarre aux satellites géostationnaires vieillissants pour leur fournir de la propulsion et un contrôle d'attitude. Voilà un peu pour le paysage des différentes entreprises qui font des choses
directement ou indirectement liées au retrait des débris spatiaux. La question est la suivante, pourquoi est-ce que c'est important militairement? Alors il y a 2 aspects. Le premier est assez évident, pour les opérateurs militaires, les débris ne sont pas juste une préoccupation environnementale, c'est un enjeu de disponibilité opérationnelle. Un satellite de communication qui doit manœuvrer, ça consomme du carburant. Un satellite de renseignement qui change d'orbite, eh ben, on peut perdre des occasions de collecte de renseignements. Un satellite d'alerte, antimissile ou de navigation ne peut pas simplement cesser de fournir son service parce qu'il s'est pris un débris. C'est pas le but, on ne peut pas se le permettre en fait. Donc il y a toute une pensée, toute une planification en fonction de ce risque qui est à avoir. Chaque alerte de collision impose une décision. Et spoiler alerte, il y en a beaucoup. Manœuvrer, attendre, accepter le risque pour préserver du carburant. Bref, plusieurs choix s'offrent aux opérateurs et c'est les décisions qui affectent la durée de vie de la mission, la couverture ou le calendrier, même la confiance opérationnelle. Les débris créent donc un type de menace particulier. Ils n'ont qu'une intention hostile, donc en fait, j'ai utilisé le mauvais terme, ce n'est pas une menace, mais bien un risque, mais ils peuvent tout de même produire des effets opérationnels vraiment importants. Ça fait vraiment partie, on va dire, de l'environnement. C'est comme quand on planifie une marche et puis qu'il y a de la pluie, qu'on est en montagne, qu'il y a des cailloux. On analyse le risque. Et bien là aussi, il faut analyser le risque en orbite. Ces débris peuvent interrompre des services, compliquer la planification, obliger les commandants à consacrer leur attention sur ces risques plutôt qu'à la mission, ce qui est vraiment embêtant. Et en plus de cela, une capacité qui permet littéralement d'aller saisir un satellite non coopératif qui n'a rien demandé et de le faire retomber dans l'atmosphère, eh bien, vous l'avez deviné, ça a une certaine utilité militaire qui va de soi. Et donc, il y a grand intérêt, non seulement pour évidemment avoir des orbites plus, comment dire, plus safe, qui ont moins de risques à cause des débris, mais aussi pour s'arroger la capacité d'aller prendre le satellite d'un adversaire et le faire redescendre dans l'atmosphère, ou même le mettre sur une autre orbite, juste pour embêter. Bref, vous voyez la chose. Donc, ces satellites nettoyeurs sont des moyens complètement duals qu'on appelle en fait l'active debris removal pour aller désorbiter ou déplacer les satellites adversaires. Mais on se doute bien qu'aller faire ça à un adversaire, c'est un acte, une attaque très riche en conséquences, géopolitiquement parlant. Hein. Les satellites peuvent toujours être interprétés d'une manière ou d'une autre comme un moyen stratégique, et donc les attaquer, ça pourrait être passible, être interprété plutôt comme une déclaration de guerre. Donc il faut faire attention. Et du coup, être doté de tels moyens, ça pourrait encourager l'adversaire à se dire: «Je vais attaquer préventivement parce qu'il a une capacité bien plus dangereuse que ce que moi j'ai». Donc il est probable qu'à l'arrivée de telles capacités, l'équilibre entre capacités offensives et défensives de chaque côté des échiquiers géopolitiques dans l'espace change et que ces satellites nettoyeurs soient des moyens d'envoyer des signaux forts avant de passer à l'acte. Hein. Quand je parle de quelqu'un qui prend des renseignements sur quelqu'un d'autre, eh bien, tout d'un coup, celui qui a un satellite nettoyeur se rapproche un petit peu pour dire: «Mes cocos, faites attention, sinon le prochain, je le chope et je le fais descendre dans l'atmosphère». On notera quand même, hein, pour revenir sur une appréciation raisonnable, qu'avec les systèmes proliférés qui sont actuels ou planifiés, qui ont des centaines, voire des milliers de satellites, eh bien, désorbiter chacun d'entre eux, c'est pas une méthode très efficace à large échelle. Donc, je ne doute pas une seconde que même à l'arrivée de telles capacités, l'équilibre sera être retrouvé sans forcément tout faire péter en orbite. Alors, le point de pression actuel, où se trouvent les satellites? Où est-ce qu'il y a des risques? Eh bien, c'est l'orbite terrestre basse, la partie la plus dynamique de ce problème, notamment avec l'arrivée dans la dernière décennie d'environ 10 000 satellites de Starlink. Et c'est là que le fonctionnement de nombreux satellites peut être perturbé par des débris. Hein. On a ces nombreuses constellations qui sont déployées en orbite basse, et il y en aura d'autres à l'avenir, aussi avec des dizaines de milliers de satellites. Il y a des nombreux fragments de corps de fusée à chaque lancement, des anciens satellites qui continuent de croiser des orbites où il y a des satellites opérationnels. Donc la gestion du trafic spatial, c'est plus un problème administratif de qui lance ou quoi comment, c'est vraiment un problème constant des opérations spatiales au quotidien. Les opérateurs de satellites ont désormais besoin d'un meilleur suivi et d'alertes plus rapides
et de procédures claires pour décider quoi faire et surtout de procédures synchronisées parce qu'évidemment que si on se dit: «Ah, je vais manœuvrer», mais que l'autre il manœuvre aussi dans le même sens, ben, on a un problème. Donc il y a un besoin de synchronisation et actuellement, il y a un gros manque à ce niveau-là. Il y a des opérateurs qui sont étatiques, pas étatiques, semi-étatiques, privés, et cetera. Il y a une partie des satellites qui sont peut-être opérés par un sous-traitant. Bref, on ne sait pas qui est le point de contact pour ça. Et c'est du reste précisément le but de la société suisse Spacetalk, c'est de donner aux opérateurs spatials un genre de réseau social où ils peuvent non seulement partager des données, des intentions de manœuvre et des points de contact pour communiquer rapidement lorsque le besoin s'en fait sentir. À noter aussi qu'actuellement, le système d'alerte, eh bien, c'est en fait, c'est juste les Américains. Voilà, ils font du tracking et puis quand ils voient un risque de conjonction ou de collision, ils envoient, ou s'ils ont un contact quelconque, un email avec ce qu'on appelle un Collision Data Message. Starlink a récemment créé Stargaze. C'est une plateforme de suivi des débris qui est mise à jour grâce aux objets identifiés par les Star Trackers des satellites Starlink. Les Star Trackers, ce sont des petits capteurs optiques qui permettent de déterminer l'orientation d'un satellite de manière absolue en regardant les étoiles. Mais comme c'est un capteur optique, eh bien, lorsqu'un objet passe dans le coin et reflète la lumière du soleil vers ce capteur, on peut en déterminer l'orbite. Ainsi, avec toute la constellation Starlink et plusieurs Star Trackers par satellite, c'est environ 33 000 capteurs qui alimentent cette plateforme Stargaze. Donc il y a vraiment du mouvement dans cette direction. Il y a donc de nombreuses initiatives aussi, en plus de celles-là, qui sont les bienvenues pour gérer ces débris. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a mentionné Porter Space Systems et Paladin Space, qui avaient annoncé un modèle de service de retrait de débris pour l'orbite terrestre basse, avec une mise en service prévue en 2027. Eh bien, le problème est réellement important, car l'ESA a bien averti que même si aucun nouveau lancement avait lieu, la population de débris pourrait continuer à augmenter puisque des calards de satellites peuvent continuer à se rentrer dedans. Et donc le nouveau service de retrait de débris passe par des démonstrations ponctuelles et des opérations répétables de retrait de débris, c'est-à-dire une façon de démontrer que ce serait faisable à large échelle. Alors, évidemment, ça reste à voir. Parce que pour retirer un débris, eh bien, un engin spatial doit quand même s'en approcher, l'inspecter, se synchroniser le mouvement avec. Bref, c'est vraiment des manœuvres très complexes. C'est vraiment pas si simple et c'est pour ça que ClearSpace prend énormément de temps à développer sa solution, parce qu'en plus, eux, ils le font pour des cibles donc opératives. Et donc, il y a tout ce savoir-faire au niveau des opérations de proximité à développer, mais avec des cibles qui sont juste des machins qui tournent et qui ne vont pas forcément donner du leurre pour se synchroniser. Donc beaucoup de technologie doit être développée. Mais comme on vient de le dire, c'est politiquement délicat. Parce que, ben, en orbite, se rapprocher de quelqu'un d'autre, même si c'est pour maintenir l'opérabilité des orbites, ça peut être mal vu, ça peut être vu comme une interférence. Il peut aussi toujours y avoir des questions de responsabilité, de droit. Oui, j'ai nettoyé un débris, donc peut-être un bout de fusée qui n'a rien à voir avec des opérations, mais en fait c'était celui de quelqu'un d'autre, donc après bah, qui c'est qui paye? Bref, il y a beaucoup de questions ouvertes. Et cette technologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une capacité qui est totalement duale, qui peut servir à détruire les satellites adverses. Donc avec son arrivée potentielle en 2027, si l'agenda est tenu, eh bien on devrait commencer à voir l'équilibre se refaçonner en fonction de ces nouvelles capacités dites d'Active Debris Removal. Voilà, nous pouvons donc conclure, hein, le problème des débris montre que l'espace est un environnement avec du trafic, des dangers, peu, voire pas de règles, hein, concrètement, et des conséquences très graves. Pour les forces armées, ça change évidemment la manière de penser, surtout au niveau de la capacité à durer. On va bien penser au fait qu'il s'agit d'une capacité à opérer malgré une congestion. Les alertes, les orbites dégradées, les exigences de manœuvre inattendues, c'est-à-dire une surcharge mentale constante pour les opérateurs. Et ça nous ramène au sujet de l'architecture spatiale militaire résiliente et proliférée. Il ne s'agit pas seulement de survivre à un adversaire qui aimerait mettre hors service le satellite, voire le détruire, mais aussi d'opérer malgré cette congestion, ces alertes, ces orbites avec beaucoup de débris et les manœuvres inattendues. Ça a un impact
non seulement sur les systèmes qu'il faut mettre en place, le nombre de satellites, le coût, etc., mais aussi sur le nombre de personnel, comment ils sont formés et comment est-ce qu'on va s'assurer à ce qu'ils soient capables de durer en tout temps. Ces débris spatiaux, on les décrit souvent comme une pollution, mais pour les opérateurs militaires dans l'espace, même les opérateurs spatiaux tout court, c'est bien plus que ça. C'est un risque opérationnel permanent. Et c'est vraiment sur ce permanent que j'aimerais insister pour conclure, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un danger spectaculaire tous les jours, mais par contre, il est tout le temps là. Chaque jour, on relance le dé. Et peut-être que le dé a beaucoup, beaucoup, beaucoup de surface, et que c'est seulement si on fait un 1 qu'il y a une collision. Mais si ce dé avait 1 million de surface, eh bien, la probabilité de faire un 1 sur un dé à 1 million de surface, eh bien, c'est déjà une probabilité significative pour un opérateur spatial. Donc, une probabilité faible, mais permanente, tout le temps, chaque jour, chaque seconde, et des conséquences gravissimes. C'est ça la clé. Probabilité faible, permanente, conséquences graves. C'est donc ce mélange entre la constance du danger, parce que même si la probabilité est très faible sur un temps longtemps, ça va se produire, avec ces conséquences très très graves qui rendent ce problème difficile à gérer, mais surtout très 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 important. Et c'est comme une épée de Damoclès qui est simplement suspendue au-dessus de nos têtes, et un jour ou l'autre, elle va tomber. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur les débris spatiaux et sur comment est-ce qu'on peut les gérer, que vous avez peut-être une meilleure vue d'ensemble des différents acteurs, privés comme militaires, qui s'intéressent à la question. Et je vous dis à la semaine prochaine.